Bonjour à tous. Nous voilà maintenant sur la vidéo où je vais vous parler du cadre de référence. Alors, c'est déjà un terme que théoriquement on a abordé pendant la formation en présentiel, mais je tenais peut-être à faire quelques rappels, voilà, s'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été tout à fait comprises ou parce que on va quand même aller assez vite compte tenu du temps qui nous est imparti. Donc, je vais refaire des précisions. Voilà, donc je vais faire comme avec l'autre vidéo. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Hop. Donc, sur le cadre de référence. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente cet outil? Parce que pour moi, c'est vraiment ce concept de cadre de référence aide vraiment pour prendre du recul et ne pas être dans le jugement des personnes en prenant tout simplement en considération que chacun a un cadre de référence différent et que quand les gens disent des choses des fois qui peuvent nous sembler bizarres ou pas à la hauteur ou je sais pas, peut-être que tout simplement il y a des malentendus, un cadre de référence différent et ce que les gens disent n'est pas forcément stupide mais simplement, enfin c'est souvent pas stupide d'ailleurs, mais simplement ça s'explique parce qu'ils ne voient pas tout à fait les choses comme vous ou comme moi. Et donc, je vais commencer par un exemple. À votre avis, quand un enseignant parle d'autonomie, à votre avis, qu'est-ce qu'il veut dire? Et quand vous parlez d'autonomie en termes, quand vous êtes dans votre rôle d'animateur périscolaire, de quoi vous parlez? La plupart du temps, quand un enseignant parle de l'autonomie d'un enfant, il parle de sa capacité à faire une tâche, à faire une activité de A à Z sans qu'on ait forcément besoin de le reprendre ou de revenir vers lui pour lui dire de se concentrer sur sa tâche, etc. Si un enfant, dans certaines écoles, si un enfant va aux toilettes, par exemple, en plein milieu de la classe, parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes sans rien dire, on ne va pas prendre ça comme un exemple d'autonomie, on va plutôt prendre ça comme un exemple de non-respect des règles, voilà, qui vaudrait qu'on demande la permission avant de sortir de la classe. Si vous, en revanche, en périscolaire, il y a un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes pendant qu'il est dans la cour ou pendant que vous êtes en train de faire un truc avec eux, une activité quelconque, peut-être que l'enfant va vous le demander, mais en tout cas, s'il va aux toilettes sans demander quoi que ce soit, vous allez effectivement trouver que c'est plutôt de l'autonomie puisqu'il est capable de prendre en charge ses propres besoins. Donc, vraiment, en fonction des environnements, on peut vraiment avoir des interprétations différentes. Un autre exemple, là qui est un exemple sorti de crèche, mais ça va vous parler aussi, c'est par exemple un enfant qui dit que son enfant mange des morceaux, parce qu'on va dire à la crèche, est-ce qu'il faut qu'il mange des morceaux? Il y a des parents qui vont vous dire oui, et en fait après vous allez découvrir que en fait ils mangent des petits plats Bledy Chef avec des morceaux dedans, et donc les plats Bledy Chef avec des morceaux, enfin c'est pas des morceaux, c'est des trucs qui sont archi cuits et tout mou, quoi. Donc en fait ils ont un enfant, ils pensent que leur enfant mange des morceaux, et puis vous pensez qu'ils mangent des morceaux, mais comme par exemple croquer dans quelque chose, dans une pomme, ou tout simplement manger des coquillettes ou des choses comme ça. C'est la même chose quand on dit qu'un enfant mange bien ou mal. Voilà, il a bien mangé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il a mangé beaucoup, il a mangé à sa faim, il a mangé plus que d'habitude? Est-ce qu'il a mal mangé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas mangé son entrée, qu'il a mangé que son dessert? Voilà, vraiment, c'est des termes qui sont très vagues finalement, et quand on ne partage pas le même cadre de référence, il est très possible qu'on ne se comprenne pas. Dernier exemple, verbaliser. En fait, quand on travaille avec les enfants, on va dire souvent qu'il faut verbaliser les émotions ou verbaliser ce qu'on va faire, ce qui veut dire en fait mettre des mots. Mais moi, j'ai rencontré une fois une personne qui travaille avec des enfants et qui disait verbaliser dans le sens de la gendarmerie, c'est-à-dire mettre une amende. Donc en fait, quand elle disputait un enfant, elle disait je verbalise, mais dans le sens vraiment de voilà, je le punis quelque part avec mes mots. Donc c'est pour ça que je trouve que le cadre de référence est vraiment un outil important pour prendre conscience du fait qu'on ne parle pas tous du même endroit, si je peux dire. Voilà. Je ne vais pas réexpliquer cette idée du cadre de référence qui se décrit avec cette histoire de le poisson voit dans l'eau, il ne voit pas l'eau. On a tous un cadre de référence, c'est impossible de ne pas avoir de cadre de référence, sauf qu'en fait, on ne voit pas notre cadre de référence, on voit à travers lui, puisque notre cadre de référence nous permet de trier dans les informations autour de nous quelles sont les informations les plus importantes. Et par contre, on n'a pas conscience de notre propre cadre de référence, c'est-à-dire qu'on pense que tout le monde nage dans la même eau. Et c'est quand on va rencontrer des gens qui n'ont pas le même cadre que tout d'un coup, on va se dire mais de quoi il me parle? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on ne parle pas de la même chose. Donc,
on voit tous à travers notre cadre de référence, et le fait, par exemple, que vous ayez une formation professionnelle d'animateur fait que vous allez avoir un cadre de référence particulier, notamment sur la gestion des enfants, les contraintes de la collectivité, qui ne vont pas être du tout partagées par les parents qui voient leurs enfants comme étant des individus au sein d'un groupe. Voilà. Et puis, je ne sais pas, moi, si vous êtes plombier ou si vous êtes garagiste, par exemple, vous allez entendre des choses ou voir des choses sur une voiture que quelqu'un qui n'y connaît rien ne verra pas. Voilà, c'est tout à fait évident. Donc, je dis aussi que le cadre de référence, c'est un filtre à la réalité, comme je l'ai déjà expliqué, puisqu'en fait, il y a des choses qu'on va apprendre à voir et à ne pas voir. Avec mon exemple sur la neige, si vous habitez dans un coin qui n'est sans doute pas le cas à Valence, où il y a de la neige, mais chez moi, il y a de la neige, en fait, on a des mots particuliers pour désigner des états de neige particuliers, parce qu'en fait, on a besoin de savoir, nous, et d'identifier, est-ce que je peux conduire, est-ce que ça va glisser, et puis pour les gens qui font du ski, par exemple, et qui ont différentes paires de ski en fonction de la qualité de la neige, en fait, nous, notre filtre à la réalité, il va être différent de quelqu'un qui habite à Valence, où en gros, alors si vous faites du ski, vous voulez savoir si vous êtes de la poudreuse ou pas, mais par rapport à conduire en voiture, en gros, ça va peut-être être, bon, il y a de la neige, je ne prends pas la voiture. Donc, en fait, là où vous ne verrez que de la neige, mais moi, je verrai des neiges avec des qualités différentes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dessus ou pas. Voilà, donc c'est vraiment un filtre. Bon, j'imagine que par rapport au vent, à Valence, je pense que vous avez la tramontane, pas la tramontane, la tramontane qui souffle? Si, ça doit être ça. Voilà, et ben moi, c'est un vent que je ne connais pas, par exemple, donc que je n'identifierais pas, et je dirais il y a du vent. Voilà. Donc, le cadre de référence, il est composé de plusieurs couches qui vont de la plus profonde à la plus externe, et sachant que la plus profonde, elle s'appelle la zone d'influence profonde parce que c'est celle qui est la plus difficile, quelque part, à identifier. C'est celle qu'on a tellement tétée avec le lait de notre mère qu'on a on pense que c'est normal et on ne pense même pas que les gens aient pu être construits différemment. Et puis ensuite, il y a différentes zones d'influence qui vont jusqu'à la zone d'ouverture qui ne pose pas de problème particulier, sachant que du coup, je vais surtout m'intéresser à la zone d'influence profonde. Donc, qu'est-ce qui fabrique la zone d'influence profonde? Par exemple, la culture, évidemment, même si tous les gens d'une même culture ne partagent pas forcément tous le même cadre de référence, parce que si on dit que nous, par exemple, on est de culture française, ce qui veut quand même dire quelque chose, il y a quand même 66 millions de Français, et je ne suis pas sûre qu'on partage tous exactement les mêmes cadres de référence, je suis même sûre que non. Dans la culture, il y a la langue, et la langue est très importante parce que la langue, elle donne des mots et des façons de penser des choses, et il y a des mots qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres. On sait que chez les Inuits, par exemple, ils ont à peu près 40 mots pour dire le blanc, ce qui est évident que c'est utile chez eux puisqu'ils n'ont pas forcément trop de couleurs. Peut-être que en Amazonie, on a peut-être 50 000 mots pour dire le vert. Voilà. Et donc, la culture, elle fait exister des mots. Par exemple, si vous prenez des gens qui viennent de pays où c'est les familles qui s'occupent des enfants et il n'y a pas de périscolaire, il n'y a pas de crèche, etc. En fait, ils n'ont même pas de mots dans leur langue pour dire ces métiers-là. C'est-à-dire que quand on voit des gens qui arrivent, des réfugiés par exemple, qui arrivent de pays d'Afrique, il n'y a pas de mots pour dire auxiliaire de puère, il n'y a pas de mots pour dire éducateur, il n'y a pas de mots pour dire animateur, parce qu'en fait, c'est des structures qui n'existent pas. Donc en fait, voilà, cette pensée que quelqu'un pourrait s'occuper pour de l'argent et que c'est un métier de s'occuper des enfants et que les parents les laissent la journée et qu'il y a une différence aussi entre l'instit et l'animateur, c'est pas forcément évident, même si c'est pour vous, ça l'est. La religion, évidemment, c'est une zone d'influence profonde puisque ça modifie profondément la façon dont on voit l'existence, la destinée, etc. Si on imagine que Dieu existe, c'est vraiment pas la même chose que si on pense qu'il n'existe pas, notamment par rapport voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit ou pas? Puis en plus, ça dépend des religions, mais on voit bien que si on pense qu'il y a de la réincarnation possible, je pense qu'on ne voit pas la vie de la même manière que si on pense qu'une fois qu'on est mort, on est mort et il n'y a plus rien. La géographie, c'est-à-dire où dans le monde vous êtes né. On imagine bien qu'aujourd'hui, des enfants qui sont en Ukraine, ils vont avoir un cadre de référence qui va être un petit peu différent de nos enfants qui sont nés en France et qui ne connaissent pas ça. Évidemment, la géographie a aussi un lien avec la culture. Après, la géographie, ce n'est pas que les pays. Ça peut être les villes, parce qu'il y a une différence entre naître à Maubeuge, par exemple, et naître en Haute-Savoie ou naître à Valence. Et puis même les quartiers dans les villes. Parce que bon, moi, je ne connais pas bien Valence, mais j'imagine qu'il y a des quartiers plus favorisés que d'autres. Donc, ça fait une différence dans la façon de gérer son existence, de savoir où est-ce qu'on est né. Par exemple, par rapport à la situation, enfin, l'endroit où on vit, si on vit dans des grands immeubles, on apprend
à faire attention à des choses auxquelles on ne fait pas attention. Par exemple, si on habite dans un quartier pavillonnaire, si vous habitez dans un quartier pavillonnaire, vous rentrez chez vous à 11 h du soir, vous en fichez si vous claquez la porte de la voiture en sortant, quoi. Alors que si vous habitez dans un quartier avec des grands immeubles, et ben, on essaie de ne pas réveiller tout le monde dans le quartier en rentrant tard le soir. Voilà, donc ça c'est une zone d'influence profonde parce qu'il y a des choses qui restent très longtemps. Le sexe, évidemment, si vous êtes un homme et une femme, c'est peut-être une banalité de le dire, mais vous n'allez pas vivre exactement les mêmes choses. L'ordre de naissance, être le premier, le deuxième, le troisième, ça change le cadre de référence, ce qui explique aussi pourquoi dans une même famille, des fois les gens ont l'impression de ne pas avoir vraiment vécu la même chose et puis de ne pas avoir, sur certaines choses ils sont d'accord et puis d'autres ils ne voient pas pareil, quoi. Quand vous êtes le petit dernier qui a été peut-être un peu plus chouchouté, ou pas d'ailleurs, hein, mais qui a vécu dans un moment où ses parents avaient peut-être un peu plus d'argent, par exemple, bah, ça fait la différence avec le premier, quoi. L'appartenance ethnique, évidemment, elle est sous-pesée, puisque dans un pays, en fonction de son appartenance, on ne sera peut-être pas traité de la même manière. J'avais une personne qui me racontait qui est une personne qui était adoptée et qui est noire, enfin métisse, et qui disait que ben, lui, par exemple, quand il passe à côté d'un distributeur de billets, s'il y a une petite dame qui est en train de prendre de l'argent, il sent que les gens font attention à sa présence. C'est sûr que moi, ce n'est pas un truc que j'ai expérimenté, quoi. Hein, voilà, je ne suis pas un homme noir et donc je n'ai pas expérimenté ce type de réaction, sans dire que même c'est du racisme. Donc forcément, vivre ça marque quand même et ça rend sensible et visible des choses qui ne sont pas, quand on n'a pas été confronté à ça. Donc, les caractères physiques aussi, grand, petit, voilà, si vous êtes vraiment petit, tout est compliqué. Si vous êtes grand, ça peut être compliqué aussi. Si vous êtes beau, laid, enfin voilà. La santé, évidemment, si vous avez toujours été en bonne santé, que dans votre famille, on a toujours été en bonne santé, ben, ça ne pose pas de souci. Si vous avez dans une famille où il y avait des enfants très mal, des enfants intubés, des enfants qui ont des cancers, ou des parents porteurs de handicap ou malades psychiques, bah, voilà, la référence à la santé, par exemple, des parents qui ont eu des enfants qui ont été intubés ou qui ont des problèmes de santé à la naissance, qui ont eu des opérations, bah oui, on va trouver un peu que des fois, ils sont un peu fusionnels et un petit peu trop protecteurs. Bah, ça s'explique par leur cadre de référence, bien sûr. Voilà. Ça peut être aussi des parents qui trouvent que jamais rien n'est grave, par exemple. Quand vous avez failli perdre votre enfant, rien n'est grave. Voilà. Ce qui peut être assez incompréhensible pour les gens en face, finalement. La santé, la famille à laquelle vous appartenez. Hein, si vous appartenez à une famille connue de champions olympiques de ski, par exemple, votre vie, c'est pas la même que si vous êtes des gens du voyage sédentarisés. Si vous êtes d'une famille de champions olympiques de ski, vous passez devant un collège où il y a le nom de votre grand-père, tout le monde vous connaît dans le village. Si vous faites le bazar à la cantine, tout le monde sait que vous êtes le petit-fils d'eux. Eh ben, ça ne joue pas pareil, hein, sur ce que vous trouvez être normal et pas normal et ce que vous pensez voilà, de la vie, quoi. Donc l'histoire avec un grand H qui va aussi avec la géographie, hein, parce que voilà, si on est en 1940, c'est pas pareil que d'être en 1900. Avec la date, ça va aussi avec la décade de naissance. Si vous avez connu des guerres, c'est pas pareil que si vous avez toujours été dans un endroit où il n'y a pas eu de guerre. Et puis naître en 1990, c'est pas la même chose que de naître en 2020, c'est pas la même chose que de naître après le Covid. Voilà, et on voit bien sur les enfants de maternelle qui ont connu le Covid qu'il y a des différences par rapport à avant le Covid. Donc l'histoire, la décade de naissance, ça compte. Les dons personnels, si vous êtes très très doué pour certaines choses, vous n'allez pas forcément avoir la même vie. Hein. Si vous devenez footballeur à 12 ans, qu'on vous envoie dans un centre d'entraînement, centre d'entraînement, ça fait un peu violent, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'appelle, je pense. Voilà, vous n'allez pas vraiment avoir la même vie. Et puis, j'allais dire la différence entre l'espace public et le privé. Alors, ça, c'est peut-être très mal dit, c'est-à-dire que la zone d'influence profonde, c'est plutôt voilà, votre appartenance culturelle, etc. Et en fonction des appartenances culturelles, on a des différences dans la considération de ce qui est public et de ce qui est un espace privé. Et même dans une maison, par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous constaterez que si vous avez des amis américains, qu'aux États-Unis, le frigo n'est pas un espace privé vraiment, puisque les gens vont se servir, alors que chez nous... j'allais dire après 2 guerres mondiales et des grands-mères qui mettaient des clés sur les placards, en tout cas dans ma génération, le frigo n'est définitivement pas un espace public. Mais savoir aussi, par exemple, est-ce que la chambre à coucher des parents, c'est accessible aux enfants ou au contraire, c'est privé, quoi. Donc la zone d'influence profonde, elle nous modèle, elle fabrique notre identité, voilà, et elle fait partie de nous sans que forcément on en soit conscient, et on devient conscient quand on rencontre des gens qui ne sont vraiment pas d'accord. Et en fait, cette zone, elle change que vraiment quand on commence à se poser des questions et puis quand on fait un travail profond de conscience, quoi.
Et ce qui se passe aussi, c'est que si on reçoit des informations qui sont contraires à ce qu'on a toujours appris, en fait, on va les modifier, soit les infos, ou bien on va les ignorer pour que le cadre reste intact, puisque le cadre, c'est de la certitude. C'est notre façon aussi d'interpréter le monde, d'être rassuré que les choses ont du sens, donc c'est très, très compliqué à changer. Voilà, donc par exemple, il y a des familles où c'est juste pas possible de confier son enfant à une crèche, etc. Voilà, ils le feront pas et c'est ignoré, cette possibilité va être ignorée. Et où ça va être compliqué. Est-ce que j'ai un meilleur exemple sur cadre de référence? Par exemple, une chose que j'entends assez souvent, c'est les parents ils travaillent pas, ils pourraient venir chercher leur gosse à 18h30. Avant 18h30. Bon, voilà, ça c'est un cadre de référence. On considère qu'effectivement, le collectif n'est pas l'endroit idéal pour les enfants et que ce serait mieux qu'ils soient dans leur famille. Alors, évidemment, hein, dans une évaluation objective, passer 10 heures par jour à 3 ans dans du collectif, c'est très compliqué et il y a sans doute des enfants qui ont vraiment besoin de se reposer et ils seront sans doute meilleurs que leurs parents viennent les chercher. Voilà. Mais si on prend du recul et qu'on va au-delà de notre propre croyance en fait sur ce qui est bien pour les enfants, on peut se dire aussi qu'il y a certaines familles où peut-être que c'est mieux que les enfants soient en périscolaire parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ils habitent, s'ils ont des très petits appartements, s'ils n'ont pas possibilité de bouger, etc. Ou bien s'ils ont des parents qui sont malades ou qui ont des problèmes etc. C'est peut-être bien mieux qu'ils soient dans du collectif. Voilà. Donc voilà pour la zone d'influence profonde. Sur la zone d'influence moyenne, alors c'est plus, j'allais dire, de l'ordre du psychologique, alors que le cadre de référence, la zone profonde, ce n'est pas du psychologique, c'est vraiment de la construction sociale. Et donc, c'est des affirmations sur soi et sur le monde et qu'on peut de quelquefois envisager de changer. C'est pas toujours facile, hein. Des fois, il faut aller en thérapie. Donc, en fait, par exemple, toutes les critiques sur soi, les attributions, genre, t'es comme ton père. Bon, quand t'es intelligent, ça va si on dit ça, quoi. Mais des choses, voilà, des choses qu'on entend dire et qu'on intègre dans son psychisme. Tout ce qui est sur la responsabilité, l'honnêteté, tout ce qu'on apprend sur est-ce qu'on a le droit de tricher pour les impôts, est-ce que c'est vraiment du vol, etc. Si je le vois, la personne, si ça appartient à une entreprise, en fait, c'est pas vraiment du vol. Enfin, toutes ces choses-là, les secrets aussi, les tabous, tout ce qu'on appelle les injonctions paradoxales aussi qu'on peut avoir reçues de ses parents, c'est sois parfait, mais pas mieux que moi, par exemple, ou je veux que tu réussisses, mais pas trop. Enfin, voilà. Toutes les croyances qu'on a sur l'abandon, l'abondance, la pénurie, notamment de temps, d'amour, d'argent, de liberté, on n'a pas assez de sous. Enfin voilà. Et puis, on y trouve aussi des croyances sur le type des familles qui est bon ou pas pour les enfants. Et puis, on y trouve aussi des valeurs professionnelles apprises lors de sa formation professionnelle. Et c'est pas toujours facile de s'en débarrasser puisque il faut continuer à se former toute sa vie justement pour se maintenir à jour. Sinon, on a des fois des vieux professionnels qui s'accrochent à des trucs qu'ils ont appris depuis très longtemps et c'est pas forcément pertinent. Je pense par exemple dans les soins où pendant très très longtemps on a laissé les enfants souffrir et ne pas leur donner d'antidouleur parce qu'en fait on pensait que les enfants ils avaient pas mal parce que leur système nerveux était immature. Ce qui fait que jusque dans les années 80, on a fait des opérations à cœur ouvert à des enfants sans anesthésie. Il y a un moment, il a été temps de changer ce genre de croyance, voilà. Parce que ça garde quand même une influence si on ne prend pas conscience de ce qu'on a là-dedans. Et puis la zone d'influence superficielle et la zone d'ouverture, bon bah voilà, dans la zone d'influence superficielle, c'est des choses où on est prêt à réévaluer. Alors j'ai mis opinion politique, bon bah ça dépend, hein, évidemment que c'est pas superficiel sur peut-être sur certaines croyances, mais il y a d'autres, voilà, je ne sais rien moi. Entre le centre et le centre droit, enfin bref. Hein. Tout ce qui est sur le parentage des enfants aussi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est quand même des choses qu'on peut en partie réévaluer. Ou qu'est-ce que les enfants doivent apprendre à l'école. Il y a des générations où il fallait absolument faire de l'allemand parce que c'était on était dans les bonnes classes. Bon ben voilà, à un moment on est passé à autre chose quand même. Et la zone d'ouverture, c'est la zone qui est ouverte aux informations extérieures et qui peut être facilement modifiée. Et voilà, ça pose pas de souci. Donc on a tous des zones comme ça. Et donc, pour le cadre de référence, faut bien, vraiment la chose importante, c'est que c'est différent selon les personnes, même d'une même culture, et ça fait partie de l'identité. Que le cadre de référence, comme ça s'appelle un cadre, ça nous permet de comprendre le monde, les informations qui sont utiles, et ça nous permet ça nous permet d'avoir des certitudes et de nous sentir bien. Et
il faut bien mettre en évidence que les animateurs ont un cadre de référence que les parents ne partagent pas. Parce que le cadre de référence des animateurs, c'est un cadre professionnel. Et les parents, ils sont spécialistes de leur enfant. Donc, ils ont leur cadre de référence de parents qui s'intéressent à leur enfant. Vous, vous êtes animateur et vous intéressez à des groupes d'enfants et vous êtes spécialiste des enfants. Les parents sont spécialistes de leur enfant. Et donc, il y a des fois des choses qui vont vous sembler évidentes, mais pas du tout, en fait. Pour eux, c'est pas évident parce qu'en fait, ils sont pas à votre place et leur cadre de référence est différent. Voilà, donc, et ça permet, quand on a compris ça, ça permet vraiment de sortir aussi du jugement et puis d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on va dire aux parents en imaginant que, bah oui, peut-être qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. Et non, ils ne se rendent pas compte. Et on le sait bien, parce que quand ils accompagnent les parents des sorties, et ben, ils disent des choses comme « Oh, bah, dites donc, moi, je ne ferai pas ça tous les jours. Ah, bah, dites donc, en fait, votre boulot, c'est difficile. Et non, en fait, vous ne jouez pas toute la journée. » Bah non, bah non. Et puis, c'est difficile de gérer des flux d'enfants et de gérer des groupes. Voilà. Si je fais un lien entre cadre de référence et communication, évidemment que quand on est dans les zones d'ouverture, bah, en fait, la communication, il y a zéro problème. En fait, l'information, ça passe de l'un à l'autre, zéro souci, quoi. Par contre, quand on est sur des valeurs différentes et dans la zone profonde du cadre de référence, ça peut être très, très compliqué. Voilà, c'est-à-dire que des parents qui veulent absolument que leurs enfants soient tout beaux, tout propres, parce que c'est très important pour eux, que leur enfant présente bien, parce que ça fait partie de leurs valeurs de parents qu'il faut montrer, ben oui, après on va les ramener d'aller faire un tour dans la forêt, ils vont être tout cracra, il va falloir faire des efforts importants pour dire que oui, mais nous on a un projet pédagogique, en fait, on fait des choses avec les enfants, ça correspond à des besoins pour eux de bouger, d'être en contact avec la nature, de développer leur sens, etc., et de la stimulation sensorielle, et eux ils vont dire que c'est pas ça qui est important pour eux, quoi. Voilà. Donc, il faudra faire des efforts, voilà, et trouver des compromis. Et puis, donc, avant de juger, même si c'est difficile. Alors, en fait, des fois, c'est difficile de ne pas juger. Par contre, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Il faut prendre conscience d'où on parle, en fait, et pour aller faire le lien avec l'autre en face, pour comprendre ce que disent les parents et éviter les malentendus et clarifier les choses en se rendant compte que, oui, pour moi, il y a des choses, c'est évident, mais en fait, pour eux, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Et pour finir, maintenant, après avoir bien écouté, vous pouvez faire le QCM. Comme j'ai déjà dit avant, il n'y a pas de piège. Et puis, vous recevrez une correction individualisée. Donc, n'hésitez pas à répondre exactement ce que vous pensez, parce que c'est comme ça qu'on sait après si on s'est trompé ou pas, si on a bien tout compris. Et si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez utiliser mon adresse mail et me poser des questions. Et bon QCM.